Je suis ravie d'animer cette première séquence du colloque qui va permettre de rentrer dans le vif du sujet, même si effectivement beaucoup de choses ont déjà été dites. Elle va permettre de poser quelques jalons et de revenir sur les deux catégories centrales qui vont nous occuper pendant ces 2 jours, celle du chômage, bien sûr, et celle de la santé des chômeurs. Ce lien santé-chômage, finalement, il a été assez peu travaillé dans le champ académique. On en parle assez peu, même si beaucoup d'institutions, elles ont été évoquées ce matin, alertent bien évidemment sur la question de la santé des chômeurs. Mais pour l'instant, je dirais que le milieu de la recherche est assez peu mobilisé sur ces questions. Et il nous paraissait bien sûr urgent d'éclairer aujourd'hui ce sujet compte tenu des évolutions contemporaines et souvent un peu inquiétantes du marché du travail. La première contribution à ces réflexions va se faire à 2 voix, à travers les interventions de Jean-Marie Pillon, à la droite de Adrien Clouet, qui est sociologue et maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine, et d'Adrien Clouet, sociologue et post-doctorant à l'IDHES de l'Université de Nanterre. Vous avez tous les deux consacré de très nombreux travaux à la question du chômage, des chômeurs et des institutions qui les prennent en charge. Et le temps long qui sera le vôtre aujourd'hui, alors je m'empresse de dire pas celui de votre intervention, malheureusement, mais celui de la mise en perspective historique de la notion de chômage, va nous permettre de revenir sur les conditions d'apparition de cette catégorie, sur les transformations qu'elle a connues au fil du temps, et dont la notion de halo du chômage rend très bien compte près d'un siècle plus tard. Alors ce halo, bien sûr, n'a fait que s'épaissir au fil du temps, en lien avec les transformations du marché du travail et la montée en puissance des problématiques de l'insertion qui ont beaucoup contribué à modifier la figure ordinaire du chômeur. Du côté des institutions de l'emploi et de Pôle emploi en particulier, elles ont, elles aussi, par le biais du référentiel un peu nébuleux qui est celui de l'accompagnement, très largement contribué aussi à modifier les conditions de vie des chômeurs. Et puis, il y a bien sûr toute la question de l'assurance chômage, qui aujourd'hui indemnise, quand elle indemnise encore, de drôles de chômeurs qui ont la particularité, dans la plupart des cas, de travailler sur des contrats courts. Je rappelle qu'au moment où nous nous parlons, près d'un allocataire sur 2 de l'assurance chômage travaille dans le cadre des activités réduites, ce qui montre quand même toute la porosité des catégories de travail et de non-travail qui vont être un peu logées au cours de nos travaux. D'où, en tout cas, bien sûr, ces enjeux de santé qui sont de plus en plus prégnants dans ces carrières précaires qui, finalement, font du chômeur un travailleur comme les autres. Alors, un travailleur comme les autres, peut-être pas complètement, en tout cas, la question reste ouverte, et elle me permet de faire le lien avec notre 3e intervenant, Pierre Menneton, chercheur à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et dont les travaux ont montré comment l'expérience du chômage, finalement, contribue à exposer les personnes privées d'emploi à des problématiques de santé quand même bien spécifiques. Mais vous montrez également, si je vous ai bien lu, et je crois qu'il est nécessaire de le rappeler, à quel point ce lien santé-chômage opère différemment selon la position sociale occupée par les chômeurs, reproduisant par là même des inégalités sociales qui lui sont antérieures ou qui lui sont extérieures. Votre activité de recherche, elle est centrée sur la relation entre les conditions de travail et de non-travail et la santé. Je crois que vous établissez vous-même des parallèles d'ailleurs entre le chômage et la retraite dans le rapport à la santé. Vous avez notamment montré, je crois, chiffres et modélisation à l'appui, comment l'augmentation du chômage consécutive à la crise financière de 2008 avait entraîné une augmentation sensible du taux de suicide parmi les chômeurs. Mais votre exposé aujourd'hui sera centré sur l'état de santé cardiovasculaire des chômeurs, évalué à partir de données françaises. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces 2 exposés liminaires qui, j'en suis sûre, mettra ce colloque sur de bons rails pour entamer nos réflexions et nos travaux au cours de ces 2 journées. La parole est à vous, Adrien et Jean-Marie.
Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je me permets de présenter mes excuses par avance parce que je ne pourrai pas assister à l'intégralité des échanges pour des raisons notamment liées à la réforme en cours concernant la diminution des droits des chômeuses et des chômeurs. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui me paraît spécialement important, ce lien entre santé et privation d'emploi. Parce que, tu l'as dit à l'instant, Carole, il a été historiquement peu mis en évidence pour un ensemble de raisons distinctes. D'abord des raisons à caractère moral, à savoir la présomption d'illégitimité qui pèse sur le chômeur, le chômage qui justifie des discours rigoristes et des discours culpabilisants ou stigmatisants, lesquels font évidemment obstacle à toute recherche d'amélioration des conditions de vie et d'existence des chômeurs, qui sont même parfois perçus comme un obstacle à leur retour à l'emploi. Pour des raisons également catégorielle, l'invention du chômage, on va revenir dessus, est fondée sur une distinction au sein des populations pauvres et vulnérables entre les aptes et les inaptes, les chômeurs étant la partie apte. Dès lors qu'ils sont reconnus comme aptes, pourquoi aller investiguer leurs conditions d'existence et de santé puisqu'ils peuvent revenir à l'emploi? Et troisièmement, pour des raisons à caractère institutionnel, à savoir l'absence de support d'organismes spécifiques de prise en charge de la santé de ces populations. On a par exemple une médecine du travail, mais on n'a pas de médecine du chômage. Et donc, l'enjeu pour nous de ce court exposé liminaire, qui sera court, Carole, je te l'assure, ça fait toujours passer le temps de le dire comme ça, et ça met en confiance les personnes qui nous invitent. Donc, non, c'est pas vrai, on va quand même essayer de le faire tenir court, mais l'objectif pour nous, c'est de dégager une tension particulière à l'intérieur de l'histoire du chômage. Donc, on va faire une fresque historique qui sera longue, donc on aura l'occasion de revenir, surtout Jean-Marie aura l'occasion de revenir, je me défausse sur lui dès maintenant, sur les sources archivistiques, etc., qu'on a pu mobiliser, mais c'est un peu le résultat de 10 ans de travail qu'on peut mener ensemble sur le plan socio-historique, Jean-Marie et moi. Et donc, je le disais, l'objectif est de dégager l'attention suivante, que le chômage est une catégorie, est une reconnaissance d'un statut qui, d'un côté, objectif des parcours, c'est-à-dire à partir du moment où on reconnaît des chômeuses et des chômeurs, eh bien, on est en capacité de constituer des carrières et des trajectoires, on sait d'où vient la personne, on sait parfois où elle va, on peut discuter le bien fondé de ça, mais on sait de plus en plus où la personne va, mais en tout cas, le fait de reconnaître des chômeurs constitue des bases de données où on a une carrière longue qui permet de se poser la question de l'état, des conditions d'exercice, de santé et d'existence de ces personnes-là, et en même temps qu'on reconnaît une trajectoire longue, eh bien, on a aussi une pression qu'on pourrait qualifier de croissante à modifier cette même trajectoire, et c'est le rapport entre ces deux phénomènes, l'objectivation d'une carrière et la pression mise à la modifier, qui nous paraît permettre de réfléchir utilement au lien entre santé et privation d'emploi. Tu veux rajouter un point ou j'enchaîne directement sur 1880 ? Je vous ramène un peu... Oui, on va opérer par coupe parce qu'évidemment on est sur un temps extrêmement long, pas dans la prise de parole, mais dans ce qu'on évoque ici en termes historiques, puisque donc, on le sait, et pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, il y a des très bons livres qui sont en vente là-bas en haut à gauche sur l'histoire longue du chômage, la catégorie de chômeurs, c'est-à-dire la reconnaissance d'un point commun entre des personnes qui sont involontairement privées d'emploi et qui sont aptes à en occuper un. Je laisse de côté tous les énormes débats évidemment au sein de cette définition, mais la reconnaissance de ces personnes, l'idée qu'elles auraient un point commun, date de la fin du 19e siècle par une série de réformateurs sociaux qui ont là aussi des points communs, on va dire syndicalisme réformiste, socialisme le plus modéré ou différents courants du libéralisme en France. Et cette reconnaissance des chômeurs établit un triple contrôle sur une population. Je pense que c'est important de revenir sur ce point fondamental. Le chômage, il n'est pas inventé dans l'objectif exclusif de secourir une population qui serait mise en difficulté. Le chômage, il est inventé pour établir un triple contrôle sur une partie de la population, à savoir un contrôle sur les corps. Pourquoi les corps ? Parce que dès lors que vous reconnaissez des chômeuses et des chômeurs, ça veut dire que vous les associez à une caisse d'indemnisation et que vous les associez à une entreprise, puisqu'il faut avoir séjourné dans l'entreprise un temps donné pour s'ouvrir des droits et se les voir reconnaître. Donc, vous avez un contrôle sur le corps de la personne puisque vous l'associez à un espace particulier qui est un espace de travail. Et un espace de travail qui est un espace de travail continu. Et en cela, c'est également un contrôle établi sur les temporalités de l'existence de l'individu, puisqu'il est obligé de rester un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois dans un même endroit, dans un même lieu, ce qui vient à l'époque s'inscrire en rupture nette par rapport aux pratiques ordinaires du monde ouvrier en 1880-1890, lequel recourt souvent à des
Déplacement pendulaire, par exemple, on travaille l'hiver en usine et on retourne l'été au champ. Donc, là aussi, il y a des conséquences très fortes sur les modes d'existence, sur la vie, etc. Le chômage, c'est l'assignation à un lieu pendant un temps donné, et l'assignation à un lieu qui est très souvent urbain. Parce que les premières cases d'indemnisation et les premières usines qui permettent de souscrire aux cases d'indemnisation sont situées en ville. Et donc, dès lors, on voit dans la reconnaissance du chômage et du chômeur un triple contrôle sur le corps, sur les temporalités et sur les lieux d'existence qui mettent en jeu tous les trois la santé des individus en tant qu'associés donc à ces espaces particuliers, dont on pourrait discuter évidemment des conditions de salubrité et des effets effectifs sur l'espérance de vie à l'époque, sur l'aptitude, sur la capacité des individus à mener leur existence d'une manière ou d'une autre et surtout de la manière dont ils ou elles l'entendent. Et en creux, cette reconnaissance du chômage, si effectivement elle établit ce contrôle en échange d'une couverture d'un risque, qui est le risque de privation involontaire d'emploi, ce faisant vient légitimer évidemment le salariat. C'est-à-dire c'est parce qu'on établit des caisses d'assurance chômage qu'on entraîne une partie jusqu'alors rétive du monde du travail dans le salariat. Donc, et notamment les individus que j'évoquais à l'instant, qui passaient 4 mois à l'usine, le reste de l'année au champ, ou qui changeaient en fait aussi d'usine ou d'atelier face à des conditions d'existence qui pouvaient être parfois insupportables, eh bien, la reconnaissance de l'indemnisation de chômage permet de les fixer et de légitimer la subordination en faisant du salariat un objectif d'action publique à une époque où il est encore largement mal vu dans les milieux ouvriers. Donc effectivement, à la fin du 19e, le statut se constitue, l'image du chômeur qui jusqu'à présent n'était pas un terme, c'est une invention de cette période-là, se constitue à l'époque, se consolide. En revanche, ce que l'on fait des chômeurs est assez flou à l'époque et les ambitions, comme l'a dit Adrien, sont très importantes, mais finalement, les débouchés administratifs de ces affaires-là sont très limités. Parce qu'en gros, rappelons un peu ce qui peut se passer aujourd'hui, on délègue aux communes en disant débrouillez-vous, ouvrez des bureaux de placement. Et donc on a une figure, la figure du chômeur, on a des concepts, on a des ambitions, mais en fait finalement il ne se passe pas grand-chose à l'égard des chômeurs. Et pour comprendre ce qui va se passer pour les chômeurs tout au long du XXe, il faut faire une petite parenthèse vers ce qu'on appelle en socio et en éco la convention keynésienne de plein emploi. En gros, l'idée, pour la faire avec des gros sabots, c'est de dire qu'à partir des années 20-30, on se dit que le marché ne régule pas tout seul, donc il faut intervenir. Il faut faire en sorte que l'État puisse réguler les marchés pour assurer déjà la coordination de l'économie et, si possible, le plein emploi. C'est pour ça qu'on parle de convention keynésienne de plein emploi. Par ailleurs, on va s'appuyer sur le statut juridique qu'a évoqué Adrien, c'est-à-dire le contrat de travail. Le contrat de travail va être à partir des années 20-30 et ça va être bouclé à la Libération avec les grandes lois sur la sécurité sociale, etc. Le contrat de travail va devenir le support de la protection sociale, le support de l'identité, presque je dirais de la citoyenneté économique des individus. Et puis le dernier truc, qui va être très important, c'est l'appareil statistique. C'est-à-dire que pour réguler, pour comprendre, pour organiser, pour gouverner les populations, on va développer de manière... on a des bribes dans les années 30 et ça se constitue avec l'INSEE en 46. On constitue un appareil statistique qui est là pour nous dire qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme et combien de personnes sont là à produire ou sont disponibles alors même qu'elles souhaiteraient produire mais ne produisent pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette convention keynésienne de plein emploi, elle s'appuie d'une certaine manière sur cette constitution initiale qui est le statut de salarié pour construire toute une architecture d'intervention dans l'État. Mais pour autant, le paradoxe, c'est qu'à la Libération, il n'y a pas de politique à l'égard des chômeurs. Il n'y a pas d'assurance chômage et il y a des idées de prise en charge individuelle, alors on ne parle pas d'accompagnement, mais il y a des idées de réception des demandeurs d'emploi, mais qui sont relativement résiduelles dans les directions départementales de l'emploi, qu'on appelait les 7 mots pour les plus anciens. Ça rappellera des souvenirs. Il ne se passe pas grand-chose pour les chômeurs, mais pour une raison très simple, c'est qu'on se dit on investit tellement dans l'économie que finalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de chômeurs puisqu'il y a le plein emploi. Tout ça, patatras, va commencer à s'effriter avec la fin
pronostiquée des charbonnages, la fin pronostiquée de la métallurgie en Lorraine, etc. Même si en 65, 66, 67, il y a le plein emploi formellement, on sait très bien dans les milieux économiques qu'il va se passer quelque chose de très grave et que si on le prend pas par les cheveux, entre guillemets, eh bien, on va avoir affaire à quelque chose de très dur à gérer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que en 65, 66, 67, eh bien, on va imaginer quelque chose, c'est la NPE. La NPE, c'est un bureau public d'emploi où on va recevoir les chômeurs pour leur proposer des offres d'emploi. Donc, l'idée, c'est un peu de reprendre l'idée de bourse du travail. Alors, pas l'idée syndicale, plutôt l'idée patronale. Molinari et tous ces gens-là, pour dire, voilà, on va fluidifier le travail comme on fluidifie le capital. Et donc c'est un peu ça aussi l'idée qu'il y a derrière la NPE. C'est un peu avec des gros sabots que je le dis, mais c'est très présent dans la tête des acteurs à l'époque. Il faut faire en sorte que ceux qui peuvent quitter la Lorraine le fassent. Il faut faire en sorte que ceux qui peuvent quitter les charbonnages le fassent. Et donc, on va instituer une agence nationale, et le terme national est central, pour dire il faut fluidifier le marché du travail, soit entre les territoires, soit entre les secteurs. Et donc, la NPE s'institue comme ça, pour la première fois finalement, comme un organisme d'État qui reçoit les chômeurs pour gérer leur orientation. Et donc, à partir de 67, on a finalement quelque chose qui est tout à fait constitué d'un point de vue architectural, c'est-à-dire on a à la fois une intervention de l'État importante, statistique, etc. Et puis on a une prise en charge presque individuelle, administrative des individus. Mais vient 1973, 1974, et c'est suite. Exactement, ce moment des années 70 que se dégage la période suivante. Alors, tu l'as dit, là, on est dans un moment d'objectivation fort du statut de chômeur et de chômeuse sur lequel les interventions sont avant tout elles sont soit macroéconomiques, soit elles sont micro, mais au niveau finalement de la circulation des individus. L'enjeu n'est pas les souhaits, les vœux ou l'orientation professionnelle particulière de chaque chômeuse et de chaque chômeur. L'enjeu, c'est la capacité qu'on a à leur fournir des modes de reconversion et de formation pour effectivement, en le disant rapidement, vider la Lorraine et remplir la Bretagne. Parce que c'est ça l'idée initiale d'un placement public en France, c'est de prendre les individus surnuméraires quelque part pour les mettre en lien avec des offres d'emploi existantes ailleurs. C'est de ça dont il s'agit. Mais on est quand même à une époque où, grâce à la création de bureaux nationaux, on a largement déconnecté les secours, l'indemnisation des chômeurs de la conjoncture économique. Donc évidemment, c'est le moment d'avoir une petite pensée pour les partisans de la modulation des droits qui sont d'involontaires nostalgiques des années 30. Mais bon, c'est un point intéressant à avoir en tête dans les discussions actuelles. Et donc, les années 70 sont intéressantes en termes de rupture, puisqu'elles viennent remettre en jeu l'idée même de la couverture du chômage, parce qu'en fait, une série d'éléments objectifs sur le marché du travail viennent s'inscrire en faux par rapport aux catégories de perception des chômeuses et des chômeurs qui règnent alors. D'abord, on a évidemment la montée des emplois atypiques. La montée des emplois atypiques, donc CDD, intérim, bref, un ensemble de contrats de travail dont la durée est bornée dans le temps, dont les rémunérations peuvent être variables et dont la sécurité est ouverte, pour le dire poliment. Donc, c'est la montée de ce type d'emploi atypique conduit évidemment à des difficultés dans le régime d'assurance chômage qui est quand même fondé sur des périodes d'affiliation, sur des périodes d'affiliation permettant d'être éligible à une assurance. Et dès lors, on voit monter le nombre de personnes qui exercent des contrats de travail, parfois successifs, parfois entrecoupés, et qui ont des périodes de plus en plus longues entre leur entrée dans le marché du travail et leur moment de couverture effective par les différents types d'allocations chômage, lesquels ont aussi des difficultés vis-à-vis des rythmes de versement, c'est-à-dire le rythme de versement mensualisé, borné, qui est adapté à des personnes qui ont perdu un CDI et qui retrouveront un emploi au premier du mois dans X semaines suivantes, peuvent se retrouver en décalage également calendaire progressif par rapport au service public d'emploi. Et on peut là aussi pointer la question des délais de carence, puisque le retard de 7 jours qui règne entre la perte d'un contrat de travail et l'ouverture effective d'un versement au titre de ses droits vient là aussi s'inscrire en faux par rapport à des individus dont les contrats de travail peuvent durer 5, 6, 7 jours et en fait peuvent retrouver un emploi dans le délai qui est le délai de carence.
Et donc, en fait, avoir un rapport entre les cotisations versées et les cotisations reçues qui connaît une dégradation assez importante, qui vient interroger le régime assurantiel. Deuxième type de difficulté qui émerge années 70 dans la foulée du choc pétrolier et de la montée, effectivement, des taux de chômage, initialement, qui sont maintenus bas via les pré-retraites, mais qui sont largement anticipés, comme tu le dis, au niveau de la prévision statistique et conjoncture. Ce sont les politiques d'insertion qui vont développer un ensemble de formes de travail hors emploi. Travail hors emploi signifiant travail hors cotisation sociale. Travail hors cotisation sociale signifiant travail non cotisant. Travail non cotisant signifiant travail sans droit. Et donc, on a comme ça un glissement progressif d'une partie du monde du travail qui exerce des activités qui ont des équivalents en rémunération ou en contrat de travail, mais qui pour eux ne le sont pas. Je pense évidemment au stage, je pense évidemment à différentes formes de travail gratuit. On peut se rappeler les travaux de Maud Simonet ici, qui ont une actualité très forte, mais qui démarrent années 70, différents programmes d'insertion, différents chantiers de jeunesse, etc. Et dont le dernier avatar contemporain est le service civique. C'est d'ailleurs évidemment très amusant parce que le service civique peuple désormais les guichets de Pôle emploi pour aider des personnes qui ont des droits à l'assurance chômage à les liquider, et ce par des personnes qui n'ont pas le droit d'avoir une assurance chômage une fois qu'ils auront aidé les autres à la liquider. Donc on peut bien évidemment s'interroger sur les ressentis personnels et la gratification du travail dans ce type de conditions. Et troisième rupture, c'est la notion d'inoccupation au travail qui devient floue. Elle devient floue puisque pour être éligible au chômage, pour être considéré comme un chômeur ou une chômeuse, il faut ne pas avoir exercé d'activité professionnelle durant une semaine de référence. Et au début des années 70, ne pas avoir exercé d'activité professionnelle est assez simple. On a un monde du travail qui est largement divisé entre des individus en CDI très souvent à temps plein et des individus inoccupés. Dès lors qu'une espèce de catégorie de zone grise de l'emploi, on va prendre des termes du laboratoire invitant, dès lors que les zones grises de l'emploi s'étendent entre l'activité à temps plein ordinaire et l'inoccupation, eh bien, ça vient là aussi déstabiliser les catégories de perception du chômage. Est-ce qu'une personne qui a travaillé 2 heures dans la semaine, qui a été, c'est quoi, j'ai regardé ce matin à Pôle emploi, je crois que maintenant ils recrutent une vague d'inspecteurs, enquêteurs mystères, des CDD de 1 heure. Bon, eh bien, dès lors que vous avez 4 CDD de 1 heure dans la semaine, êtes-vous chômeur, êtes-vous une personne en emploi? Et donc, pour gérer ces situations complexes, apparaissent un ensemble de dispositifs d'indemnisation. Je pense à l'activité réduite, par exemple, à Pôle emploi, qui fait que lorsque vous reprenez une activité, vous gardez votre allocation chômage en déduisant 70% du nouveau salaire de votre allocation antérieure. Bon, la capacité des individus à s'approprier ce type de barème est évidemment assez questionnable, qui vient là aussi interroger la prénotion selon laquelle les chômeurs optimiseraient stratégiquement leurs allocations, dans la mesure où, même lorsqu'on travaille dessus depuis 10 ans, il n'est pas extrêmement clair de calculer les barèmes que peut avoir une personne fictive. Donc la notion d'inoccupation devient floue, et ça vient là aussi interroger les parcours de soins sur la question vraiment au cœur de ce qui nous importe, les parcours de soins pour les personnes hors du salariat. C'est-à-dire le fait d'accumuler des CDD ou de l'intérim peut conduire à des carrières professionnelles durant lesquelles vous ne voyez pas de médecin du travail. Enfin, on disait encore les feux examen médical d'embauche. Maintenant, c'est une visite de prévention et d'information qui peut avoir lieu 3 mois après votre prise de poste. Donc, évidemment, si jamais votre période d'essai n'est pas validée ou votre CDD dure moins longtemps, vous n'avez jamais de rendez-vous médical. Un héritage de la loi El Khomri, qu'on avait d'ailleurs discuté une fois dans cet amphithéâtre, mais plus sous un format assemblée générale de mémoire. Mais en tout cas, les parcours de soins sont évidemment largement interrogés par l'existence de contrats précaires qui ne rentrent pas dans les calendriers prévus pour les examens d'embauche, l'examen à la fois à l'embauche, l'examen périodique qui avait encore lieu tous les 24 mois à l'époque, et maintenant sont de mémoire, c'est entre 3 et 5 ans, ça dépend des accords de branche. Et donc, on va se retrouver dans une situation tout à fait particulière suite à ce qu'on pourrait appeler en fait la délégitimation du chômeur à travers le processus qu'a décrit Adrien, c'est-à-dire le fait que finalement c'est plus très clair c'est quoi un chômeur, c'est plus très clair ce qu'est un travailleur. Il y a des gens qui sont effectivement chômeurs, d'autres qui sont effectivement travailleurs, mais entre les deux, on se retrouve avec une énorme porosité, un énorme dégradé, etc. Ce qui va avoir des effets assez étranges, notamment sur ce qui avait été l'impulsion de la constitution de la figure du chômeur, c'est-à-dire les statistiques. Pour le dire très rapidement, on avait un outil qui permettait de mesurer combien de personnes sont disponibles. C'était l'INSEE qui permettait de calculer la demande d'emploi en fin de mois. Et cette demande d'emploi en fin de mois, elle avait été à l'origine de la création de la NPE, puisqu'on se disait, oulala, on va avoir 400 000, 500 000, 600 000 personnes qui vont ne pas avoir d'emploi, donc il faut faire quelque chose.
Soit investir, mais on peut plus, soit les recevoir. C'est pour ça qu'on avait créé la NPE. À l'issue du processus qu'a décrit Adrien, ce qui se passe, c'est qu'on a l'instrumentation statistique, mais cette instrumentation statistique n'est plus en mesure de prendre la photo que l'on souhaiterait prendre. Tout est flou. Et donc on va se retrouver dans une situation tout à fait paradoxale où on va avoir des chiffres du Bureau international du travail. Alors il faut pour le préciser, le Bureau international du travail est très exigeant sur ce qu'est un chômeur. Si vous avez travaillé 1 heure la semaine précédente, vous n'êtes pas un chômeur. Si vous n'êtes pas disponible dans les 2 semaines, par exemple parce qu'il faudrait faire garder votre petit dernier, vous n'êtes pas un chômeur. Alors que Pôle emploi, la NPE, au début des années 2000, la NPE, elle, avait une définition plus administrative, c'était un chômeur est une personne qui est inscrite. Et donc, ce qui va se passer tout au long, on va dire, de ce processus de délégitimation du chômeur, c'est qu'on va, d'un côté, avoir un processus qui dilue progressivement les droits, la clarté de ce que peut être un chômeur. Et pendant ce temps-là, on a des statistiques qui explosent. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si le lien est automatique, mais ce qu'il va se passer, en tout cas, c'est que dans le monde politique, le nombre de chômeurs va devenir une angoisse constante. Et donc, on va avoir 1 million de chômeurs en 77, 2 millions de chômeurs en 83, 3 millions en 93, et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et donc, les chiffres du chômage, ça va devenir le baromètre du matin que regardent nos gouvernants. Et donc, chaque mois, il va falloir faire quelque chose pour les chômeurs. Chaque fois, il va falloir intervenir pour dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire baisser le nombre de chômeurs. Et dans la mesure où, finalement, ce nombre de chômeurs, il est aussi, on pourrait dire, grossi par la délégitimation du chômeur, parce qu'on a des gens qui travaillent, mais qui sont encore considérés comme chômeurs, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va favoriser les interventions de type formel pour faire baisser le chômage, c'est-à-dire des formations courtes, c'est-à-dire tout un ensemble de dispositifs pour faire en sorte que les personnes puissent à la fois très, très rapidement sortir des listes. Et donc, on va développer tout un ensemble d'interventions formelles sur ces questions-là. Ce qui va nous conduire à la situation paradoxale actuelle, à savoir que les chômeurs travaillent et en même temps, le soupçon, les pressions qui sont exercées sur les chômeurs sont de plus en plus importantes. Donc je te laisse évoquer la multiplication. Oui, mais je vais l'évoquer. Alors très rapidement, effectivement, tu l'évoques. On a aussi une transformation des modes de prise en charge des populations, lesquelles ne sont pas sans conséquences. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse, ne sont pas sans conséquences sur leurs conditions d'existence à caractère sanitaire. Le premier, c'est le durcissement des logiques de contrôle, c'est-à-dire renforcement des obligations, renforcement des sanctions et création d'équipes de professionnels exclusivement dédiés à la recherche des irrégularités, des illégalismes ou autres non-conformités du côté des populations au chômage, avec une porosité très forte entre non-conformité et illégalisme. D'ailleurs, vous remarquerez que plusieurs rapports de l'institution qualifie automatiquement d'irrégularité ou d'illégalisme des actes qui ne sont pas conformes, sans que la notion d'intentionnalité soit réellement posée. Mais en tout cas, le durcissement des contrôles, dont il serait intéressant, je pense que c'est une piste de recherche, d'évaluer les effets à caractère psychique et mentaux, parce que le fait d'être mis sous surveillance, d'être l'objet de contrôle et de devoir fournir des justificatifs n'est pas qu'une pratique administrative, c'est aussi une pratique qui engage la personne et qui, en cela, doit avoir des conséquences qui doivent être, qui ne sont pas encore investiguées, mais qui, je pense, le seront utilement. Deuxièmement, il y a évidemment l'apparition d'études. Alors du coup, je ne vais pas en dire plus parce que c'est exactement sur quoi vous intervenez ensuite, mais il y a l'apparition d'études qui, pour la première fois, posent la question. C'est à partir des années 90 qu'on commence à s'intéresser au niveau international avec justement la stabilisation d'un chômage qui apparaît comme étant un horizon indépassable des sociétés industrielles occidentales. Et bien dès lors, la question n'est plus uniquement comment réduire ce taux, la question est aussi comment les administrer. Comment faire en sorte que ces gens ne soient pas en colère et n'aillent pas occuper des agences, par exemple, comme c'est arrivé certains hivers. Et troisième élément, c'est la reconnaissance en tant que telle, qui est plus récente, de la dimension sanitaire de la privation d'emploi, à la fois comme une cause et comme une conséquence au niveau des institutions. Alors, c'est désormais intégré dans ce qu'on appelle les freins périphériques. Donc c'est très intéressant parce que du coup le frein reste quand même périphérique. C'est-à-dire que c'est la santé de la personne, mais c'est périphérique. Le terme est évidemment en cela presque drôle,
Mais donc, la santé est un frein périphérique, c'est-à-dire que dans le traitement des demandeuses et demandeurs d'emploi, et ça c'est vraiment le côté intéressant et nouveau de la reconnaissance des discussions internes au service public d'emploi, on reconnaît que les difficultés de santé, à savoir pas uniquement l'aptitude telle qu'elle est reconnue par la médecine du travail ou autre, mais les difficultés de santé psychique, de santé physique, le ressenti de la personne peut désormais être reconnu dans le cadre des freins périphériques et aussi de la création des conseillers uniques qui servent à lier différentes institutions d'accompagnement des personnes qui seraient inscrites à Pôle emploi, qui seraient aussi inscrites au conseil départemental pour le RSA, etc. Donc on a une reconnaissance croissante de la perspective de santé publique auprès des chômeuses et des chômeurs, même si là aussi, ça, comme très souvent, ça génère des contradictions assez fortes, puisque l'interrogation qui est désormais posée est de savoir est-ce que le chômeur est apte à un emploi, plutôt que de savoir si l'emploi est apte à des chômeurs. Non, très bon mot. Non, simplement, ce vers quoi on voulait aller on s'approche de notre conclusion, là, il nous reste 5 minutes. Ce vers quoi on voulait aller, c'est que finalement, tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, je sais pas comment dire, il y a une forme d'escargot, c'est-à-dire que ça se renforce et ça s'accélère. C'est-à-dire que si on regarde les données statistiques du chômage depuis, on va dire, le milieu des années 2000, il n'y a pas de variation complètement incroyable du nombre de chômeurs à temps complet, entre guillemets. Alors, ça va entre un peu en dessous de 3 millions, un peu au-dessus de 3 millions. Il y a des variations en fonction de la croissance, mais ça tourne autour de 3 millions. En revanche, ce qui est impressionnant quand on regarde les chiffres, c'est la multiplication. Et quand je dis la multiplication, c'est plusieurs dizaines c'est fois 10, quoi. C'est le nombre de chômeurs qui travaillent. Et ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas 3 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, il y en a entre 5 millions et demi et 6 millions. Et ça a des effets assez majeurs. Ça a des effets assez majeurs sur, il y a sans doute parmi vous on en a croisé tout à l'heure, des professionnels de Pôle emploi. Ça a des effets sur comment on organise une institution qui doit s'occuper de 6 millions de personnes. Mais ça a aussi des effets, je le disais tout à l'heure, sur les discours, sur les politiques. Et donc, il y a cette impression de trop de chômeurs, etc. Il faudrait faire quelque chose. Et donc, ce qui est en train de se passer depuis finalement, on va dire 5-6 ans, 7 ans si on va jusqu'à El Khomri, c'est qu'on a une accélération de tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une progressive multiplication des emplois atypiques. Aujourd'hui, le développement des emplois atypiques est devenu un objectif de politique publique effectif. C'est-à-dire depuis les lois El Khomri, qui étaient à la même époque que l'apparition d'Uber en France et de ce genre de plateforme, l'idée c'est de faire en sorte que pour faire disparaître les chômeurs, pour donner de l'emploi aux travailleurs, enfin aux personnes qui sont à la recherche d'un travail, eh bien, on va autoriser l'émergence de miettes d'emploi. Et ces miettes d'emploi, eh bien, effectivement, quelqu'un en parlait l'autre jour dans un média, typiquement les chauffeurs scolaires qui sont payés 400 € par mois pour faire 2 heures le matin, 2 heures le soir, eh bien c'est vrai que tout le monde ne les prend pas forcément ces emplois-là et en préfère d'autres. Eh bien aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont dits incitatifs, et on le voit en ce moment avec les discussions sur l'assurance chômage. Ces dispositifs vont être faits pour inciter les personnes à prendre ce type d'emploi. Et donc, on se retrouve dans une situation qui rappelle à bien des égards ce qui s'est passé en Allemagne autour de 2005, à savoir le développement de politiques, je regarde là, il restera 1 minute pour la fin, le développement de politiques qui font disparaître le chômage des chiffres. En Allemagne, il n'y a plus de chômage. En revanche, si vous regardez le taux de pauvreté, si vous regardez le nombre de chômeurs pauvres et si vous regardez le nombre de travailleurs pauvres, ces chiffres-là ont explosé en Allemagne, mais ça sort des radars, ça sort de l'angoisse et ça permet à tout le monde de dormir la nuit. Et donc, effectivement, d'ailleurs, on le voit dans le domaine scientifique, une des grandes performances de l'économie orthodoxe, c'est un peu d'avoir la pierre philosophale, c'est-à-dire on transforme des chômeurs en pauvres et dès lors, il y a le problème de catégorie sont dissous dans de nouvelles reformulations. Mais ce développement des travailleuses et travailleurs pauvres, tu l'évoques à l'instant, il a évidemment des impacts importants, alors pour beaucoup évidents sur les questions de santé publique, mais qui nous intéressent ici dès lors qu'un nombre croissant de chômeuses et de chômeurs sont aussi travailleurs pauvres. Tu l'évoquais tout à l'heure, on est dans un parcours à Pôle emploi, les 2 tiers des personnes, de leur entrée à leur sortie, exercent une activité.
avant même la reprise d'un emploi. Dès lors, travailleurs et travailleuses pauvres et chômeuses, chômeurs sont devenus une même catégorie, ce qui permet bien évidemment, selon l'interlocuteur, de parler de l'un ou de l'autre, selon qu'on le reçoive, par exemple, l'un ou l'autre des partenaires sociaux. Et ce développement des travailleuses et travailleurs pauvres pose, on va dire, 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est bien sûr le lien qu'on connaît très bien entre les formes de pauvreté, donc des privations monétaires, matérielles, et les questions de santé publique. Alors, ça va être les questions de pollution interne du logement, ça va être les questions de capacité au repos, etc., etc., etc. Autant de déterminants de la santé individuelle qui sont mis en cause, mis en jeu par la privation matérielle. Mais il faut organiser à cette approche individuelle aussi la question collective, à savoir que la santé devient un enjeu financier inégalitaire au sein même du salariat, et ce par les deux bouts, à la fois par des parcours qui sont diversifiés et qui sont diversifiés et irréguliers, qui mettent en difficulté la capacité à restituer un parcours de soins. Lorsqu'une personne a enchaîné 14 contrats durant 40 ans de carrière, elle est trouvée dans le cadre des contrats, elle a développé son cancer professionnel. Évidemment, l'imputation de la preuve est extrêmement compliquée, et donc derrière, la capacité à faire valoir un préjudice et une prise en charge l'est également. Là où un CDI continu dans une même entreprise permettait de manière beaucoup plus évidente de pouvoir trouver des responsabilités en termes de santé au travail. Et à cet aspect-là, parcours, s'ajoute évidemment l'aspect des remboursements, que l'on connaît très bien, qui a renchéri le prix de l'accès à la santé, et lequel prix, bien évidemment, devient de plus en plus coûteux. C'est une tautologie pour des personnes dont les revenus sont faibles. Ensuite, développement du travail pauvre a aussi un effet sur la santé des chômeuses et des chômeurs, puisque tenir dans un emploi et enchaîner des contrats devient une activité en tant que telle, devient une activité physique et éprouvante. C'est-à-dire que lorsque vous enchaînez des intérims ou du CDD, ça veut dire des déplacements, y compris de nuit, ça veut dire prendre la voiture régulièrement, ça veut dire des horaires qui sont irréguliers. Bref, ça met en cause toute une série de déterminants de la santé individuelle uniquement dans le cadre de la recherche d'un emploi à un autre. Pour des personnes qui passent d'un contrat à un autre et qui généralement survivent grâce à l'apport de l'indemnisation du chômage. Et enfin, ça pose une série d'enjeux à caractère familiaux, puisqu'on sait que la division du travail domestique est extrêmement poreuse par rapport à l'expérience du chômage, et notamment que les chômeuses connaissent très souvent des parcours de déqualification et de réassignation à des activités à caractère domestique dans le cadre du foyer, c'est-à-dire qu'on met beaucoup plus logiquement dans le monde social actuel en cause le droit des femmes à exercer une activité professionnelle, de préférence à l'exercice d'activités à caractère domestique, qu'on le fait pour les hommes. Et c'est quelque chose qui est assez marquant. Lorsque vous avez un parcours de passage en privation d'emploi, eh bien, on voit que les femmes ont leur durée de travail domestique qui s'accroît de manière vertigineuse, tandis que pour les hommes, ça prend 1 heure ou 2 par semaine à peu près. Donc, tout cela a évidemment un impact fort, puisque, on rappellera là aussi, et il y a des études qui démarrent dans le sujet, que le travail domestique a évidemment des conséquences lourdes sur la santé des personnes, à la fois sur les gestes, sur la répétition, sur la capacité d'innovation et d'autonomie au travail, mais aussi sur l'exposition à différents produits à caractère toxique. Voilà, donc pour conclure, en quelques mots, la question finalement qu'on nous posait. C'est une ligne, quoi. Non, mais la question que posait Carole Tucherer tout à l'heure, c'est les privés d'emploi, les chômeurs, sont-ils des travailleurs comme les autres ? En regardant les statistiques, on aurait envie de dire oui, parce que comme vient de le dire Adrien, tous les chômeurs travaillent, tous les chômeurs ont travaillé au cours de leur période d'inscription. Et donc quand on regarde les statistiques, on a envie de répondre oui, mais en fait, quand on regarde leur trajectoire, on a envie de répondre non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pressions spécifiques. Ils subissent des pressions spécifiques qui sont à la fois propres aux chômeurs et aux travailleurs. Merci beaucoup de votre attention. Je vais pas partir une minute sur l'intervention. Je vais devoir bouger. Je te dis juste. Parce que j'ai pas partir au milieu de l'intervention. Je t'excuse. De toute façon, je l'ai dit au début, mais je crois que Ok, merci beaucoup pour votre mise en perspective très éclairante, très stimulante et très engagée. Non, mais c'est parce que je vois sur ma Volvic engagée pour, alors j'ai fait une très bête association d'idées. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie aussi d'avoir fait l'effort, parce qu'on vous l'avait demandé, de parler des problèmes des santé des chômeurs, parce qu'on voit bien à quel point cette question-là ne s'invite pas spontanément dans les propos de ceux qui habituellement exposent les grandes catégories du chômage. Et on voit bien, et vous l'avez rappelé, à quel point la constitution même de la catégorie chômage exclut les questions de santé, puisque la santé est censée relever des caractéristiques individuelles des personnes et que le chômage
involontaire ne reconnaît que la privation d'emploi pour des raisons économiques. Donc je vous remercie vraiment. C'est pas fréquent d'avoir fait l'effort, et vous l'avez très bien éclairé, comment les transformations du marché du travail finalement avaient rendu ces questions de santé aussi prégnantes. Sans transition, mais je suis sûre que vous allez la faire, je vous passe la parole, M. Menneton, pour entrer peut-être directement dans le vif du sujet et de la problématique qui nous préoccupe aujourd'hui. Pour 15 minutes. Merci. Ah, pardon. Donc, bonjour. Je vais essayer dans 15 minutes de survoler un petit peu les liens qui peuvent exister entre chômage et santé. Ça ne sera pas du tout exhaustif, ça se limitera essentiellement à des données françaises. C'est un choix que j'ai fait, publié ou pas encore publié. Alors je commencerai par la partie émergée de l'iceberg, des études réalisées entre 2000 enfin sur des données entre 2000 et 2010 et publiées aux alentours des années 2015, suggéraient déjà que le chômage serait responsable d'un certain nombre de suicides en France, ou en tout cas que parmi les suicides en France, on pourrait identifier une part attribuable au chômage, avec un niveau, un impact qui est évalué environ à quelques centaines de suicides qui pourraient être attribués au chômage chaque année en France. Sur l'échantillon permanent de l'INSEE et les données de 1990, une étude publiée en 2009 suggérait également, et ça c'est la partie immergée de l'iceberg, une surmortalité associée au chômage qui était identifiée aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors une étude qui suggérait donc un impact en termes de santé publique du chômage beaucoup plus important que celui uniquement lié aux questions des suicides. Alors cette étude très intéressante, néanmoins souffrait de beaucoup de limitations, en particulier un ajustement très limité seulement sur l'âge, ce qui évidemment limite les conclusions que l'on peut en tirer. Alors une étude un peu plus complète a été publiée en 2015 à partir de données de la cohorte Suvimax, ce sont des volontaires sains vivant sur le territoire français qui ont été suivis entre 1995 et 2007, dans laquelle nous avons retrouvé en effet effectivement une surmortalité spécifique liée au chômage par rapport aux personnes qui ne sont pas au chômage, avec des ajustements beaucoup plus poussés que dans l'étude précédente, mais néanmoins pas satisfaisants. Je vais y revenir par la suite. Alors cela étant, les taux de surmortalité, comme vous le voyez, donc aux alentours de 2,89, donc ça veut dire 3 fois plus de morts chez les chômeurs que chez les non-chômeurs pour une même tranche d'âge, pour des gens plus ou moins comparables. Ça représente en effet un impact potentiel du chômage plutôt considérable. Alors, un chiffre a circulé dans la presse, parce que si on extrapole ça aux tranches d'âge et à la mortalité par tranche d'âge dans la population française, on obtient le chiffre du bas, mais ça reste largement à caution. La problématique, elle est compliquée, la problématique. Lorsqu'on s'intéresse aux relations entre chômage et santé, tout ça se prend place dans un parcours de vie dans lequel beaucoup de choses se passent. En plus donc du cercle vicieux qui existe entre le chômage et la santé. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la flèche rouge, beaucoup moins la flèche bleue. Il y a plein de facteurs qui vont intervenir dans ce cercle. Donc des questions évidemment d'âge, de sexe, etc., des contextes familiaux, tout ce qui a lié à trait à la position sociale des personnes. Je vais y revenir largement. Aux conditions de travail, je vais également y revenir largement. Et puis évidemment, à l'accompagnement social du chômage, indemnité et le filet social qui peuvent exister dans un pays, en l'occurrence ici la France. Je dirais un mot également, si j'ai le temps, sur l'accès aux soins de santé qui peut également jouer un rôle important. Alors,
D'abord, alors, à partir de maintenant, je vous montre des données non publiées provenant de la cohorte Constance. Cohorte Constance, c'est 200 000 personnes vivant sur le territoire français actuellement, suivies depuis une dizaine d'années. Alors le point important ici, c'est que ce sont des données donc très récentes du coup, puisque ces données-là sont des données qui proviennent des dernières années. Alors mon premier point, c'est la position sociale des gens. Et c'est pas hors sujet comme vous allez le voir. Nous, on l'a défini avec un indicateur combiné, donc en bas à droite, entre une position sociale moyenne, basse ou haute, ou favorisée, défavorisée, qui inclut les 5 facteurs que vous retrouvez sur cette diapositive, donc l'éducation des personnes, leur profession, leurs revenus liés à leur profession, la profession du conjoint s'il y a un conjoint ou une conjointe, et un score de précarité que beaucoup d'entre vous doivent connaître, le score EPIS, qui combine à la fois des paramètres de difficulté financière, des paramètres familiaux, des paramètres d'interaction sociale qui permettent d'évaluer, disons, la précarité de quelqu'un. Donc à partir de là, on définit, nous, 3 catégories de personnes selon leur position sociale. En ce qui concerne les conditions de travail, même topo, dans la cohorte Constance, on a accès à des données considérables sur les conditions de travail des gens. Ici, c'est vraiment juste pour vous donner un petit goût de ça. C'est une version très simplifiée des paramètres auxquels nous avons accès. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que les 6 facteurs de pénibilité retenus pour alimenter le compte professionnel de prévention. Et c'est la combinaison de tous ces facteurs, donc contraintes organisationnelles, exposition physique, chimique ou autre, tout ce qui est contraintes psychologiques aussi extrêmement important, stress au travail, etc. Tout cela nous permet également d'avoir un indicateur combiné en bas à droite dans lequel on définit des conditions de travail moyennes, bonnes ou mauvaises. Alors le point important, c'est cette diapositive-là. Lorsque vous regardez l'association qui existe entre ces catégories de position sociale, de conditions de travail, et le fait que les gens aient été au chômage ou soient présentement au chômage, alors j'entends par chômage ici, pour faire écho à la présentation d'avant, des personnes qui sont dans le cours d'une période de chômage de 6 mois ou ont eu des périodes de chômage de 6 mois dans le passé. Les périodes de chômage plus courtes ne sont pas prises en compte dans ces données-là. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que vous voyez qu'il y a une association extrêmement forte entre les gens qui ont une position sociale défavorisée, définie comme je l'ai fait, des conditions de travail très mauvaises, définies comme je l'ai fait, et le fait qu'ils se retrouvent au chômage ou qu'ils se sont retrouvés au chômage. Pour être lapidaire, il y en a qui ont tout faux et il y en a qui ont tout bon, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. L'enjeu ici, évidemment, ça va être d'essayer d'isoler l'effet propre du chômage, des effets donc, de la position sociale d'une part et des conditions de travail d'autre part, qui sont des forts déterminants, je dirais même des très forts déterminants de l'état de santé des gens. Alors, comment ça se lit? Ça se lit de manière relativement simple. Je vais commencer juste... Non, mais c'est pourtant... ça va aller très vite, vous allez voir. Hein. Si vous prenez sur la gauche, vous avez ce tableau qui s'appelle tabagisme. Donc les gens qui fument ou qui ne fument pas. Ce que vous voyez donc brièvement, ça se lit comme quoi vous voyez que les hommes ici fument plus que les femmes. C'est le haut du tableau. Vous voyez aussi que donc, plus l'âge avance chez les gens, moins ils fument. Hein, c'est bien connu. Vous voyez qu'il y a une très forte association entre position sociale et tabagisme. Plus la position sociale est défavorisée, plus le tabagisme est important. Vous avez une absence de relation entre tabagisme et conditions de travail. Et vous avez ici, on a défini donc 2 variables ici d'analyse. Un chômage actuel, donc période de 6 mois de chômage actuel dans lequel les gens sont plongés, ou un chômage passé d'une période ou de plusieurs périodes de plus de 6 mois dans le passé. Ces 2 variables étant évaluées séparément. Hein. Et vous voyez ici qu'aussi bien pour le chômage actuel que pour le chômage passé, vous avez également une association forte avec le tabagisme. Donc les chômeurs fument plus que les non-chômeurs. Si je prends l'alcoolisme, même type de réflexion, les hommes boivent plus que les femmes.
La position sociale, vous voyez qu'il y a un léger effet sur la position sociale. Les personnes socialement défavorisées boivent un tout petit peu plus. Il y a un fort effet des conditions de travail. Plus elles sont mauvaises, plus les gens boivent. Et vous avez un effet donc, aussi bien donc, du chômage présent que du chômage passé sur l'alcoolisme, donc, comme vous pouvez voir sur ce tableau. Troisième comportement à risque, si je puis dire, la sédentarité. Là aussi, je vais simplement sur le résultat concernant le chômage présent ou passé. Vous retrouvez une association avec les deux. Donc le fait d'être au chômage spécifiquement associé à le fait d'avoir moins d'activité physique, donc une sédentarité, ce qui fait donc 3 facteurs de risque comportementaux bien identifiés, tabagisme, alcoolisme, sédentarité, que l'on peut associer de manière assez forte effectivement au fait d'être au chômage actuellement ou dans le passé, ou d'avoir été au chômage, en tenant compte des effets des conditions de travail et de la position sociale. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent creuser le sujet, il y a cet article qu'on a publié il y a quelques années quand même sur cette partie des comportements à risque. Si je viens sur des problèmes de santé plus centraux, en commençant par la dépression, vous voyez ici qu'il y a en effet une association que l'on retrouve forte entre le chômage présent et le fait d'avoir été au chômage dans le passé et le fait d'être déprimé. Encore une fois, en tenant compte à la fois de la position sociale des gens et des conditions de travail des gens avant d'être au chômage. Un mot sur l'obésité également, ou sur le sommeil. Ici, vous voyez que vous avez des problèmes de santé qui, à la différence de la dépression, ne sont plus associés spécifiquement au fait d'être présentement au chômage, alors qu'ils sont parfaitement associés, vous voyez, aux conditions de travail, par exemple, hein, dans les deux cas, ou à la position sociale, comme vous le voyez juste au-dessus, hein, d'accord ? Mais par contre, restent associés au fait d'avoir été au chômage dans le passé. Ce qui peut se comprendre un petit peu, lorsque vous avez des problèmes de santé un peu plus compliqués, par exemple qu'une dépression, il faut un certain temps pour que ça se mette en place. Ce n'est pas parce que vous vous retrouvez au chômage que vous allez faire forcément un infarctus ou développer un cancer, pour être un peu lapidaire. Alors justement, sur des problèmes de santé alors beaucoup plus marquants, hein, qui sont responsables d'une grosse partie de la mortalité actuellement en France, hein, avec la contrepartie cancéreuse. Alors qu'est-ce que l'on voit ? On voit par exemple, je vais tout de suite sur l'infarctus, comme ça économise un peu de temps. Vous voyez que les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes par l'infarctus. Hein. Vous voyez que, avec l'âge, bien évidemment, plus vous vieillissez, plus vous avez des risques d'avoir de l'infarctus. Vous voyez que l'historique parental, si les parents ont eu un problème de cœur, joue également un rôle important. Et vous voyez qu'à la fois la position sociale et l'environnement de travail sont fortement associés donc à la probabilité d'avoir un infarctus ou un accident cardiovasculaire en général. En ce qui concerne le chômage, vous voyez ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que s'il n'y a pas d'association avec le fait d'être présentement au chômage, il y a certainement une association avec le fait d'avoir été au chômage dans le passé. Alors, je vais préciser les choses tout de suite, là, en passant à cette diapositive. Là encore, je vous la commande pour qu'elle soit beaucoup plus simple. L'association donc entre ces problèmes de santé ou ces comportements à risque et le fait d'avoir été au chômage dans le passé est clairement dépendante et dose dépendante ou dépend de la durée du chômage dans le passé. Donc ici, vous avez 3 catégories de personnes qui ont été identifiées selon le nombre de trimestres déclarés au chômage, données obtenues auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et vous voyez que plus la période de chômage a été longue dans le passé, plus l'effet est marqué sur à la fois les comportements à risque et sur les accidents cardiovasculaires. Je reviens maintenant sur un point que j'ai évoqué lorsque j'ai parlé de l'association entre position sociale, conditions de travail et le fait d'être au chômage ou d'avoir été au chômage. Une question qui peut venir immédiatement à l'esprit, pour ne pas jouer le rôle d'idiot utile, par exemple, en disant
Moi, mon discours, c'est de dire que l'état de santé des chômeurs, c'est beaucoup bien pire que l'état de santé des non-chômeurs. Donc, accepter n'importe quel boulot, aussi dégueulasse soit-il, parce que ça sera toujours mieux que le fait de rester au chômage. La question qui se pose légitimement, c'est de se dire, est-ce que pour quelqu'un qui est au travail et qui a des conditions de travail extrêmement mauvaises, est-ce que le fait de se retrouver au chômage est réellement quelque chose de très mauvais pour lui, pour sa santé, ou pas ? Pour quelqu'un qui a de bonnes conditions de travail, on peut imaginer que ça peut effectivement poser problème. Pour quelqu'un qui a de mauvaises conditions de travail, c'est moins clair, a priori, comme ça. Même raisonnement pour la position sociale, entre parenthèses. Alors, la réponse néanmoins à cette question, on l'observe en isolant donc l'analyse que je vous ai présentée là, chez des personnes uniquement qui ont un environnement de travail mauvais ou des personnes qui ont une position sociale basse, défavorisée. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Si je me limite ici à l'infarctus, encore une fois, pour aller sur des problèmes de santé un peu durs, vous voyez donc, encore une fois, donc, dans les deux cas, évidemment, les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes. Là encore, vous retrouvez l'association forte avec l'âge. Plus les gens vieillissent, plus leur risque d'avoir un infarctus du myocarde est important. Vous avez l'association avec l'historique parental de problèmes de cœur. Alors, dans les deux cas, donc, vous voyez que lorsque les conditions de travail sont mauvaises, vous retrouvez l'association donc existante avec la position sociale, qui persiste à avoir un effet sur le risque d'avoir un infarctus du myocarde. Et de même, lorsque la position sociale est défavorisée, vous retrouvez l'association avec l'environnement de travail, qui là encore persiste à augmenter le risque d'avoir un infarctus du myocarde. Et vous voyez que donc vous retrouvez dans les deux cas, aussi bien pour les conditions de travail basses que pour la position sociale défavorisée, donc une association avec le fait d'avoir été au chômage dans le passé, ce qui suggère donc sur des données qu'en effet, même avec des mauvaises conditions de travail, le fait d'être au chômage, du point de vue de la santé des gens, semble être encore pire que d'avoir des mauvaises conditions de travail. Même réflexion pour la position sociale, donc encore une fois. Je dirais un mot, 2 minutes. Je dirais un mot sur l'accès aux soins, puisque là aussi la question peut se poser. Alors ces données-là, on les a publiées, c'était en 2012, c'est des données de 2003, donc elles datent de 20 ans ces données-là. Donc je suis impatient d'essayer de les retrouver dans la cohorte Constance, là, pour avoir des données plus récentes, parce qu'en 20 ans, les choses ont pu évoluer de manière significative. Mais en tout cas, il y a 20 ans, dans l'enquête décennale de l'INSEE, on retrouvait donc que le chômage en tant que tel n'était pas un déterminant ni de l'accès aux médecins, ici visualisé par le nombre de visites médicales annuelles, ni de la consommation de médicaments. Ici, on avait pris des médicaments essentiels importants, type antihypertenseurs, hypolipémiants, antidiabétiques. Dans les deux cas, le fait d'être au chômage n'affectait pas ni les visites médicales, ni le fait de prendre ces médicaments, de consommer ces médicaments. Le seul déterminant à l'époque que nous avions trouvé qui déterminait de manière forte à la fois le nombre de visites médicales et la prise de médicaments était le fait d'être assuré à 100%, c'est d'avoir une couverture médicale à 100%, c'est-à-dire une mutuelle, une complémentaire, une mutuelle. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup pour votre exposé. Il était très clair. Moi, je ne regardais pas le PowerPoint derrière. Et sincèrement, en tout cas sur les principaux messages que vous avez fait passer, on pouvait s'en passer, même si je comprends bien qu'ils sont tout à fait fondamentaux à la preuve scientifique. Et je vous remercie aussi parce que je crois que vous nous avez beaucoup éclairé sur le caractère un petit peu multifactoriel finalement des problématiques de santé.